Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Anne-Solène Roland, la directrice générale de l'INHA, et comme vient de me le dire notre interlocuteur du soir, je suis effectivement l'hôte, voire même l'hôtesse de cette soirée dans l'auditorium Jacqueline Lichtenstein, et donc très heureuse de vous accueillir en lien avec les deux autres partenaires très étroits de ce cycle que je pense maintenant vous connaissez bien des trésors de Richelieu, l'École nationale des chartes avec cher Jean-François Valaudy qui me succédera, et bien sûr la Bibliothèque nationale de France, cher Gilles Pécou, qui est voilà, vraiment l'institution, comme vous le savez, de nous trois, ce soir très concernés par ce cycle. On est très heureux, nos trois institutions, et en particulier voilà, toutes les équipes qui organisent ce cycle, et que je remercie dans nos trois institutions, d'ouvrir ce cycle 2025-2026 des Trésors de Richelieu, qui est toujours un cycle très attendu, y compris par nous-mêmes et nos équipes, puisque c'est le moment de rentrer voilà, dans les différentes séances, dans les trésors de nos patrimoines, des bibliothèques, des trois bibliothèques de Richelieu, et de dialoguer avec les experts et les conservateurs qui en ont la charge autour de fonds qui nous réunissent autour de l'histoire de l'art, de l'histoire et du patrimoine. Sans être plus longue, je trouve que je suis très heureuse que ce cycle soit ouvert cette année par une bande dessinée. Je pense que ce n'est pas si courant dans le cycle des Trésors Richelieu. Bien sûr, ce n'est pas n'importe quelle bande dessinée, et merci à tous les deux qui allez la présenter en détail, pour nous rentrer dans ce cycle avec une œuvre très particulière qui porte des messages historiques forts sur lesquels on va revenir. Et donc, je nous souhaite à toutes et tous une très bonne séance en lien autour du patrimoine qui nous est commun. Madame la directrice de l'INHA, chère Anne-Solène, monsieur le président de la Bibliothèque nationale de France, cher Gilles, chers collègues, mesdames et messieurs, c'est un très grand plaisir et un honneur d'ouvrir à vos côtés ce nouveau cycle annuel, le 14e des Trésors de Richelieu. Je crois que ces cycles disent beaucoup des relations entre nos trois institutions et de notre souhait et de notre plaisir de collaborer ensemble à des événements divers de nature scientifique, culturelle, de diffusion des savoirs. Pour l'École nationale des chartes, PSL, Richelieu est un des trois piliers de sa politique partenariale avec l'université PSL, bien entendu, et le campus Condorcet. Et l'École nationale des chartes se sent particulièrement à l'aise dans ses projets et dans ses actions conjointes qui sont développées avec la BNF et l'INHA, et qui sont maintenant bien ancrées pour certaines d'entre elles dans le paysage, au premier rang desquels les trésors de Richelieu. Il faut dire que ces trésors sont en grand nombre, très grand nombre, et le choix est certainement assez embarrassant de sélection de ce qui sera mis en évidence dans le cadre de ces cycles. Quel trésor particulier mettre en évidence, auquel d'entre eux accorder une attention spéciale dans le cadre de ce cycle. C'est évidemment une question en soi, et la réponse est donnée dans le programme que vous connaissez, qui est très alléchant et très impressionnant. Mais ce que je voudrais dire très rapidement, c'est qu'en même temps qu'une pièce particulière est mise en valeur, aujourd'hui, les planches de ce remarquable album, La Bête est morte de Calvo, c'est la fécondité des croisements et d'expertises nombreuses qui sont offertes par nos conservateurs et nos chargés de collection, par nos chercheurs en histoire de l'art, du spectacle, de la musique, de la littérature et des textes qui se trouvent mis en évidence. Je salue en l'occurrence les orateurs prestigieux de ce soir, Pascal Horry et Karine Picot, et je voudrais ajouter que donc ce sont les méthodes et les savoirs qui se trouvent ainsi mis en relief autant que les documents et les œuvres. Et en réalité, les deux ne sont pas dissociables, puisque c'est à travers le regard et les lectures qui vont vous être proposées de ces œuvres que ces œuvres prennent d'autant plus de relief.
Ces conférences sont donc à tous égards précieuses, sinon indispensables. Et je suis encore une fois très heureux qu'elles se poursuivent et s'organisent de la façon que vous découvrez à travers le programme de l'année et que cette conférence de ce soir inaugure. Votre présence nombreuse achève de convaincre du succès et de la valeur qui est reconnue à ce cycle. Alors, je me tais pour très vite passer la parole au président de la Bibliothèque nationale de France et vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie. Quand on ferme la marche, en général, tout a été dit et bien dit. Ce n'est malheureusement pas une raison pour ne pas parler, je le dis pour vous. Donc, monsieur le professeur et membre de l'Académie française, cher Pascal, je dois dire aussi que tu es président du conseil scientifique de la Bibliothèque nationale. Chère Anne Solène, cher Jean-François, monsieur le directeur du département de la réserve des livres rares de la Bibliothèque nationale, madame la conservatrice à la réserve des livres rares, bref, chers et chers collègues de la bibliothèque, chers et chers amis et auditeurs ici présents. Bon, à la suite de ce qui a été dit par mes collègues, je me contenterai donc de rappeler l'attachement vigoureux de notre institution à ce cycle des trésors de Richelieu. Il fut déjà dit que nous en sommes à la 14e édition. C'est donc une tradition que je peux considérer, que nous pouvons considérer comme déjà vénérable dans l'histoire de ce fameux quadrilatère Richelieu, qui va même jusqu'à Colbert, qui passe par Mazarin, et qui, il m'est déjà arrivé de le dire, ne donne pas grand-chose à l'odonymie républicaine, d'ailleurs, au passage. Une manifestation ce soir dont j'ai le plaisir de rappeler les promoteurs. Thierry Delcourt, pour la Bibliothèque nationale de France, le regretté Thierry Delcourt, Gennaro Toscano, dans ses fonctions antérieures à l'INP, bénéficiant tous deux du concours de Jacqueline Sanson, Marie-Pierre Lafitte et Marie-Laure Prévost. Cette inscription dans notre périmètre commun dit plus que notre simple rencontre ce soir autour de Calvo, même si elle dit d'abord cela. Elle dit notre volonté de mettre nos missions patrimoniales à partir de nos collections, mais aussi de nos expertises conjointes au cœur de nos échanges. Cela aussi a déjà été dit, de notre coopération, puisque, je le rappelle, chaque séance, vous le savez, est conçue comme l'exploitation d'une œuvre, d'un manuscrit, d'un objet sorti des magasins et des bibliothèques, ici bien représentés, de nos trois institutions. Ce soir, le livre précieux, au principe de la rencontre, c'est La Bête est morte de Calvo, l'album de 1944. Il ne me revient évidemment pas de commenter l'œuvre qui sera présentée par Pascal Horry et notre conservatrice, Paco, et l'on sait ce que la relecture d'historiens, d'écrivains, d'amateurs et d'experts d'images apporte à la bibliothèque et à tous ses lecteurs lorsque Pascal Horry se penche sur un tel document. Je voudrais simplement dire que l'acquisition de Calvo témoigne de ce que signifie pour la Bibliothèque nationale de France d'abord cette mission patrimoniale, qui est une mission de complétude, d'éminence et de dialogue des collections, puisque Calvo rejoindra la réserve des livres rares où l'attendent les planches originales d'Astérix données par Uderzo, qui disait de Calvo qu'il était son maître ou l'un de ses maîtres. Ensuite, elle rappelle la vocation d'une bibliothèque patrimoniale au cœur et au principe de la recherche, et d'une recherche pluridisciplinaire, tant ces planches intéresseront, je ne sais pas, les spécialistes du dessin animalier, bien sûr, du graphisme, de l'édition, mais évidemment de l'histoire et de la représentation de la Deuxième Guerre mondiale et du mythe de la résistance, peut-être même de la résistance consensuelle. Enfin, tout cela illustre l'importance, et je veux le dire ce soir en public, et le concours des mécènes, grâce auquel la Bibliothèque nationale, malgré l'important concours de l'État, a collecté en souscription individuelle et en mécénat d'entreprise les 875 000 € qui étaient alors, et cela est public, nécessaires à l'acquisition. Ce rôle important du mécénat est à l'image de la diversité de nos collections
et de la variété des intérêts des mécènes et des amis de la bibliothèque, puisque Calvo a succédé au bréviaire de Charles V et ne fait que précéder les grandes collections de Proust, puisqu'il ne peut pas vous avoir échappé que nous sommes en train d'essayer d'acquérir, peut-être d'ailleurs, grâce à vous toutes et à vous tous ici présents, un gisement proustien d'une importance remarquable, spectaculaire même, avec 900 pièces qui jusqu'alors certaines en tout cas n'étaient pas connues ou inédites, et pour celles qui étaient connues, compléteront opportunément le grand gisement proustien que nous avons déjà au département des manuscrits. Non, je n'en dis pas plus, mais voilà Calvo placé en bonne position entre Charles V et Marcel Proust. Mais, et je souhaiterais clore ainsi, si notre ambition est de partager notre patrimoine, elle est aussi et surtout, je le disais, de contribuer tous les trois établissements au développement de la recherche et à sa valorisation. Ça va de soi pour l'INHA, évidemment, le développement de la recherche, pour l'école Deschartes, dans leur mission de formation et de développement scientifique, mais cela va aussi de soi et doit aller de soi, nous le savons bien, dans les missions de la Bibliothèque nationale de France. Je tiens à rappeler que sa mission essentielle, avec celle de la tutelle, de la conservation de notre patrimoine, et sa mission de développement de la recherche par la recherche, mes collègues de la Bibliothèque nationale ici présentes en témoignent. C'est bien dans cet esprit que je saisis l'occasion de l'inauguration de ce cycle pour remercier nos collègues partenaires de l'École Deschartes, de l'Institut national Histoire de l'Art, pour leur engagement après la signature de notre convention de collaboration et de partenariat autour de la recherche et de sa mise en valeur, et avant même l'extension de cette convention de partenariat à l'Institut national du patrimoine. De ce compagnonnage, dont je me félicite aujourd'hui en votre présence, les trésors de Richelieu nous avaient déjà, presque de longue date, tracé le chemin. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Quelques mots simplement pour dire que je suis non seulement très heureux, mais un peu ému de me retrouver ce soir parce que les trois institutions hôtesses ont joué un rôle inégal mais important dans ma vie. Donc l'INHA, l'École nationale des chartes, maintenant, vous l'avez compris, la BNF, et que d'autre part, Karine Picot, si elle accepte que je le dise, a été mon étudiante il y a déjà quelque temps et que je suis très heureux de la retrouver ici, puis être pilier, disons, d'une institution, d'un département, pour être clair, qui s'appelle Réserve des livres rares. Rien que ça, c'est tellement poétique. Je pense que Proust, parce qu'on aurait pensé Charles V, qui était un peu à l'origine de tout ça, d'ailleurs. Mais Proust aurait adoré rencontrer Karine. Vous aurez la chance d'avoir là la vraie spécialiste de la question de ce soir. J'ai bien entendu eu l'occasion de croiser l'œuvre de Calvo. D'ailleurs, je signale entre parenthèses qu'on dit de Calvo, mais on va voir qu'il y a quand même trois auteurs de Calvo. Mais ce n'est pas par hasard si on privilégie Calvo, c'est certain. Mais je ne suis pas quand même le grand érudit calviste qu'est évidemment Karine. On s'en rendra peut-être compte, mais maintenant, à nous deux, la parole. Merci. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence ce soir pour cette séance inaugurale du cycle des trésors de Richelieu, ou plus exactement, devrais-je dire, des trésors de Richelieu et de la bibliothèque François Mitterrand, tant il est vrai que tous les trésors de la bibliothèque ne sont pas seulement à Richelieu, mais également sur le site de François Mitterrand, et en l'occurrence, celui de ce soir en est le cas. Le trésor qui nous réunit donc ce soir est entré officiellement à la Bibliothèque nationale de France assez récemment, le 5 mars dernier, à l'issue d'une souscription nationale qui avait été lancée le 27 août 2024 et qui a couru jusqu'au 31 décembre 2024 et auquel ont répondu très généreusement 2400 donateurs et un certain nombre de mécènes, et qui tous ont permis l'acquisition de ce monument dont nous allons parler ce soir.
Il s'agit donc d'un ensemble de planches originales ayant servi à l'impression de l'édition originale de chacun des 2 fascicules de La Bête est morte, la guerre mondiale chez les animaux. Donc d'une part, diapositive 2 s'il vous plaît, d'une part donc le premier fascicule, quand la bête est déchaînée, qui est publié, je cite, pendant le 3e mois de la Libération. Et alors voilà, qu'est-ce que le 3e mois de la Libération? Est-ce que l'on compte à partir du débarquement ou est-ce qu'on compte à partir de la libération de Paris? Ce qui nous amène à faire une fourchette entre août et novembre 1944 pour ce premier fascicule. Et donc, d'autre part, le 2e fascicule que vous voyez à l'écran, Quand la bête est terrassée, qui lui paraît en juin 1945. Ce sont 2 albums en couleur de format 32 par 24. Le premier compte 32 pages et le deuxième 48. C'est l'œuvre de 3 auteurs dont l'importance en fait diffère selon qu'on s'attache à la couverture ou à l'achevé d'imprimer, puisque sur la couverture, un seul auteur est mentionné, c'est Calvo, image de Calvo, ce qui met en avant à la fois l'importance de l'illustration dans ce volume, mais aussi la notoriété de Calvo à l'époque. Et si l'on se penche en revanche sur l'achevé d'imprimer du premier fascicule, on peut lire que La Bête est morte a été conçue et rédigée par Victor Dansette et Jacques Zimmermann et illustrée par Calvo sous la direction artistique de William Spera. Victor Dansette est âgé alors de 44 ans. Il est auteur, éditeur et directeur de la maison d'édition Générale Publicité, plus communément appelée GP. Jacques Zimmermann est âgé de 45 ans. Il est publiciste, journaliste sur son acte de mariage, en tout cas prisonnier de retour à Paris en août 1941, après avoir fait la douloureuse expérience donc des commandos en Allemagne. Calvo, enfin, qui est âgé de 52 ans, dessinateur de premier plan, collaborant à la plupart des illustrés pour la jeunesse de l'époque. Un petit mot sur ce William Spera, dont on ne sait rien, probablement un pseudonyme, puisque derrière William Spera, il y a la poire Williams. Mais ce n'est pas qu'un simple jeu de mots, puisque ce William Spera, on le retrouve dans un certain nombre d'albums GP de 1945 et de 1946, imprimés aussi bien par la néogravure que par la photolithe. Nous reviendrons sur les biographies de chacun de ces auteurs par la suite. Donc, La Bête est morte, la guerre mondiale chez les animaux est un album pour enfants, une histoire dessinée entre récits illustrés et bandes dessinées, comptant par la voix d'un vieil écureuil mutilé de la ligne Livaro en 1940 et qui s'adresse à ses petits-enfants en leur faisant le récit du conflit mondial en cours transposé dans le règne animal sous la forme d'une fable animalière. Le pacte de lecture pose un double registre temporel. Le premier registre, qui est celui de la fiction narrative, pas tant moins se projette 20 ans, 30 ans après la guerre et transmet à ses petits-enfants le récit de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il y a le temps des événements qui sont comptés dans l'album et qui est le temps de l'histoire en cours et qui se joue et qui continue à se jouer. Le succès des 2 albums est immédiat. Les 2 fascicules sont réédités en 1945, à la date anniversaire de la libération de Paris pour le premier, en novembre 1945 pour le second. Si l'on en croit le BDM, le trésor de la bande dessinée de Michel Béra, Michel Denis et Philippe Mello, il y aurait eu une 3e édition du premier fascicule en 1946. En juin 1946 paraît l'édition intégrale. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc l'édition, ah non, c'est pas celle-là, pardonnez-moi. Paraît donc l'édition intégrale qui rassemble en 2 volumes, en un seul volume, les 2 fascicules, dans un format qui est légèrement plus grand. Elle est suivie la même année d'une édition néerlandaise et d'une édition anglaise qui montre que le succès va au-delà des frontières. Alors, l'acquisition présente réunit 77 planches originales qui sont reliées en un volume par les soins de Calvo lui-même, qui était conscient de l'importance de son œuvre, La Bête est morte. Calvo a pratiqué ce mode de conservation pour 2 de ses œuvres, donc La Bête est morte et Rosalie, qu'il publie en 1946, et pour lequel il a fait lui-même une reliure avec un montage des planches. Donc, comme vous le voyez à l'écran, le recueil est relié en demi-chagrin. Caméra, pardon. Caméra, s'il vous plaît.
Le recueil est relié en demi-chagrin, marron, avec des plats de toile. Il mesure 49 cm et demi sur 40. Le dos porte le titre doré, Calvo, la bête est morte. Et il s'apparente à un album photographique, puisque les planches sont contrecollées sur des feuilles de carton bleu, pas très épaisses, du type de celles qu'on utilisait pour coller les photographies à l'époque. Le recueil rassemble l'ensemble des planches qui ont servi à l'impression, comme l'attestent les repérages qui sont positionnés en haut et en pied de planche à destination de l'imprimeur. Le format des planches est de 43,8 cm de hauteur sur 31,8 de largeur, soit un tiers de plus que le format que les lecteurs découvriront dans l'édition originale des 2 fascicules. J'en viens, alors le texte est imprimé, mis en forme, découpé et monté ligne à ligne dans une mise en page définitive. Et il vient se coller dans les réserves laissées libres par le dessinateur. Il recouvre fréquemment les dessins, on le voit parce qu'à certains endroits, les pavés de texte se décollent un tout petit peu et on voit bien qu'ils sont venus recouvrir les aquarelles de Calvo. Les planches sont numérotées, portent en haut à droite une numérotation continue et elles portent en bas une inscription au stylo qui est la concordance avec les pages des albums imprimés et un numéro d'impression que je n'ai pas pu identifier qui est 13 875. Il y a quelques annotations qui concernent les couleurs, qui sont des annotations codées, 6J, pour le rouge, le jaune, etc. Et quelques indications pour la réduction du format à l'impression. Enfin, les planches sont exécutées à la plume et sont mises en couleur directement sur le dessin, selon une technique mixte de gouache à l'eau qui se rapproche de l'aquarelle. Selon Albert Uderzo, Calvo utilisait des teintures à l'aniline dont le pigment, qui était plus transparent, permettait un rendu éclatant, et nous le verrons dans les couleurs des planches de Calvo. La fraîcheur de ces coloris est extraordinaire. Alors nous allons venir au détail des 77 planches. Ces 77 planches se composent ainsi. Il y a tout d'abord les 27 planches du premier fascicule, moins une. C'est la seule qui manque dans le recueil, nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis, il y a la vignette pour le titre, que vous voyez ici, la vignette pour le titre donc, du premier fascicule qui nous montre donc les 3 protagonistes que sont le grand loup, le cochon décoré et le putois bavard. Il y a également l'annonce à paraître qui termine le premier fascicule où il est dit que nos 3 complices croient voler vers la victoire, mais ils ne savent pas encore qu'ils courent à la déroute la plus complète. C'est ce que vous pourrez voir dans notre 2e fascicule, La bête est terrassée, qui paraîtra prochainement. Est-ce qu'on peut traduire d'ailleurs, parce que je ne crois pas qu'on y revienne, les 3 personnages hein Hitler, Göring, Goebbels. Ah oui, oui, le micro avec Goebbels. Voilà, oui, tout à fait. Suivent les 42 planches du second fascicule, accompagnées également alors, de la couverture redessinée du premier fascicule, diapositives 3 et 4, s'il vous plaît. La couverture, donc, alors c'est juste à la 3 et la 4, s'il vous plaît. Alors oui, donc la 3 est celle-ci. Donc en fait, le premier fascicule étant paru donc, entre août et novembre 1944, Walt Disney a trouvé que le loup dessiné par Calvo ressemblait méchamment à son grand méchant loup que l'on pouvait découvrir donc, dans les Three Little Pigs de 1933. Il a donc menacé Calvo d'un procès, ce qui a amené Calvo d'une part à dessiner, à redessiner la couverture du premier fascicule pour sa réimpression. Et donc nous avons ce dessin, et vous allez donc pouvoir voir sur la diapositive suivante. Voilà, donc vous avez à gauche la couverture de l'édition originale du fascicule 1, août-novembre 1944, et
à droite, la couverture de la deuxième édition du fascicule 1 en août 1945. Et vous voyez que le loup a complètement été redessiné avec un museau, c'est-à-dire que les truffes vont disparaître, et il a un museau qui est beaucoup plus rectangulaire. Et donc, nous allons passer à la caméra avec l'original, donc redessiné par Calvo pour la réédition du fascicule 1, donc en août 1945. On trouve également dans le recueil les couvertures inférieures des deux fascicules et les couvertures supérieures et inférieures de l'édition intégrale de 1946. Donc la couverture supérieure, vous pouvez la voir dans l'exposition « La bête est morte, dessinée, résister, témoigner ». Elle ouvre en quelque sorte l'exposition. Elle est intéressante puisqu'il y a à la fois un fond qui est réalisé à l'aérographe, un fond jaune, et qu'il y a une map monde. Le décor est fait par collage avec une map monde, et que ça rappelle aussi étrangement l'affiche pour le dictateur de Chaplin qui sort sur les écrans français en avril 1945. La couverture inférieure, planche originale 77, qui me fait aller à la toute fin du recueil. La planche originale pour la couverture inférieure de l'édition intégrale est moins connue. La voici. Pour la bonne raison qu'elle n'a pas été retenue ni par Futuropolis ni par Gallimard dans les rééditions successives qui ont été faites de l'album. De surcroît, l'édition intégrale de 1946 n'a jamais été déposée par le dépôt légal à la bibliothèque, ce qui fait qu'elle manque. Donc cette image donc, de quatrième de couverture est assez peu connue du public. On n'y verra que sur le dessin proprement dit, juste sur la pancarte Berchtesgaden, le T manque qui sera corrigé au moment de l'impression. Et donc le fond, là encore, est réalisé à l'aide d'aérographes et la vignette est collée sur ce fond. Je continue sur le contenu du recueil. Nous avons ensuite 2 planches inédites qui n'ont pas servi à l'édition. Une variante de la scène de narration qui est ici, qui est la planche 73 du recueil, où on voit donc Patent-Moins, mutilé donc de la ligne Livaro, qui s'adresse à ses petits-enfants. Alors cette scène où on voit donc le conte, un peu comme en ouverture des contes de Perrault d'ailleurs, donc une scène de narration, on la retrouve à 5 reprises dans La Bête est morte, en ouverture et en fermeture des 2 albums, et à la 6e planche du premier album. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'utilisation en clôture d'album, on voit une anthropomorphisation des différents objets du dessin. Alors, sur la diapositive 6, s'il vous plaît. C'est la 6 ? Alors la suivante, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous avez ici la dernière illustration du fascicule 1 et la dernière illustration du fascicule 2. Et donc, on voit que la théière, le bougeoir, les différents pots sur le manteau de la cheminée sont animés. Et ça va crescendo puisque à la dernière planche du 2e fascicule, on a la chaise qui devient animée avec des yeux et une bouche, le pot à tabac, la boîte d'allumettes et le tiroir. Donc voilà, et dans les 2 images, on a un auditoire qui est très, très, très attentif et même stupéfait pour la 2e. Et curieusement, si on revient à le dessin inédit, on constate que ce même auditoire est endormi, s'est assoupi, et que Patent-Moins n'en revient pas et se lève de sa chaise pour aller constater ce sommeil. Et c'est intéressant parce que donc c'est un petit peu une surprise et on comprend mieux un petit peu la vocation de ce dessin inédit si on relit attentivement la fin du texte de Dansette, juste après le passage sur la Belgique. On peut lire, je cite, « Certes, il nous restait à délivrer ces provinces si chères à nos cœurs, où nos vaillantes cigognes, chassées par les loups, avaient hâte de retrouver leur nid.
Il est trop tard aujourd'hui, mes petits amis, pour vous conter comment s'inscrivit au livre glorieux de notre histoire cette belle page où tous les nôtres se retrouvèrent pour rivaliser d'audace et d'héroïsme. Je vois vos yeux se fermer, car mon récit a été long. Mais si vous êtes bien sage, je vous dirai un jour la suite de ce conte fantastique où la bête déchaînée, qui avait rêvé de dominer le monde, les corps et les âmes, sombra finalement dans un chaos d'apocalypse, entraînant tous ses complices et tout son peuple, mais aussi, hélas, des millions d'animaux innocents de toutes les tribus de la terre. Et alors on s'interroge, les auteurs auraient-ils imaginé un troisième fascicule ? Un fascicule comptant les événements entre la libération de Paris et le 8 mai 1945, voire entre la libération de Paris et le 6 et 9 août 1945. La question reste ouverte et cette question, elle trouve un deuxième appui sur la seconde planche inédite, qui est donc la planche 74. Alors attendez, planche 74, je la cherche. 70, 73. Ah bah oui, pardonnez-moi, je navigue entre le recueil et les planches démontées. Alors, pourquoi je n'ai pas la planche 74 ? Ça, c'est Berchtesgaden. Hop, hop. Planche 4. Alors, planche 18, planche 19, 27, 20. Les trésors, ça se mérite. Oui. 74, elle est tout au fond de la pile. Alors, je la présente ici. Voici. C'est bon, voilà. C'est la seconde planche inédite du recueil et qui représente donc un bison et un dogue victorieux jouant de la musique. Donc, comme je l'ai dit à plusieurs reprises en la cherchant, elle porte le numéro 74 et elle est placée donc dans le recueil avant la couverture inférieure retenue pour le second fascicule. 3 hypothèses. S'agit-il d'un projet de couverture inférieure pour le second fascicule, dont la version finale est plus ou moins sanguinolente? Je ne sais pas si vous l'avez à l'esprit, mais on y voit Göring qui se dégonfle et le grand méchant loup qui souffle sur une espèce de baudruche complètement sanguinolente et qui porte en fait sur le poitrail un écriteau marqué « De la barbarie, Seigneur je serai », Seigneur S-A-I-G-N-E-U-R, et avec donc des gouttes de sang qui tombent. Donc, première hypothèse. Seconde hypothèse, un projet de couverture inférieure pour une intégrale de 46, avant que ne s'impose l'image de Berchtesgaden, que nous avons vue tout à l'heure, image de Berchtesgaden qui nous projette donc le 4 mai 1945 et qui signifie qu'il n'y aura pas de troisième fascicule. Troisième hypothèse, une couverture dessinée pour une diffusion anglo-saxonne de La Bête est morte. Voilà, toutes ces questions restent ouvertes. Donc je l'ai dit tout à l'heure, une seule planche manque à l'appel. Diapositive, alors je n'ose plus dire 7, mais on va dire 7 quand même. J'ai l'impression qu'il y a eu un décalage. Oui, voilà. Donc la seule planche manquante du recueil, il s'agit donc d'une illustration à pleine page dans le premier fascicule qui fait suite à une planche originale où l'on voit donc des femmes infirmières au chevet des malades. Et donc cette planche-là montre l'enterrement d'une dizaine de soldats, je cite, qui s'étaient brillamment distingués en résistant jusqu'à la mort contre un ennemi 100 fois supérieur et auxquels, dans une cérémonie émouvante, sont rendus les honneurs avec un défilé impressionnant. Et on voit sur la statue du lapin, lapin inconnu, on pourrait dire, à qui qu'oppose. Alors, cette absence, l'absence de cette planche est manifestement ancienne et on ne peut ni dater sa disparition ni l'expliquer. La planche suivante porte 3 numéros, 18, 20 qui est barré et 17. 17 s'inscrivant dans la numérotation continue du recueil. Et la planche à venir après porte le numéro 18 qui rétablit complètement la numérotation du recueil. Cette planche est reproduite dans l'édition Gallimard en 1995, mais elle est reproduite à partir d'une édition imprimée et pas des aquarelles, pas des planches originales du recueil. Et on voit très très bien la différence de qualité entre la reproduction de cette planche et l'ensemble des autres planches reproduites par Gallimard. Le recueil renferme également 2 cases inédites. Alors, la planche 18, j'espère que je ne me trompe pas, elle l'est peut-être, planche 18. Hop.
Alors, la voici. Alors, première donc case inédite sur la planche 18, c'est l'illustration 4 que vous voyez ici, là. Et donc, elle est repérable par le fait que le texte a disparu. Il a été décollé et en fait, quand le recueil est rentré, le texte était trombonné en marge de gouttière. Et donc, cette case est une... comment dire, on va voir la diapositive 8, s'il vous plaît. Alors non, oui, c'est la première case inédite, pardonnez-moi, donc la planche 15. En fait, elles sont à la planche 15 et à la planche 18. Donc planche 15, dont je ne montre pas l'original, vous avez le dessin initial qui n'a pas été retenu, que l'on voit dans les planches originales, et vous avez le dessin recomposé par Calvo et qui se trouve imprimé dans l'édition originale. Donc en fait, c'est l'évacuation de la ligne Livaro, avec donc les soldats blessés qui sortent de la casemate. On voit qu'il y a un complet recadrage entre les deux images. Et la diapositive suivante, s'il vous plaît, c'est la deuxième case inédite. Voilà, donc nous étions sur l'original tout à l'heure du dessin non retenu et dessin redessiné. Donc c'est l'évacuation de Dunkerque. Donc dans la première scène dessinée, on voit que le bulldog croque un loup par les fesses et finalement c'est une scène d'évacuation des dogs et qui sont beaucoup plus comment dire, combatifs dans cette version finalement retenue. Ces deux cases originelles sont restées inédites jusqu'en 1995, puisqu'il faut savoir que, donc, comme je l'ai dit, les éditions Gallimard sont parties des planches originales pour réaliser leur réédition et donc ont publié pour la première fois ces deux cases. Enfin, le recueil comporte 6 cases qui ont été refaites par collage, la version définitive recouvrant définitivement la version qui se trouve en dessous. Je vais les citer parce qu'en fait, ces cases ne sont pas anodines. Elles ont une importance et on comprend pourquoi Calvo est revenu dessus. Planche 12, qui est dans l'exposition. La case 3, c'est le loup qui recommande à la louve à peau de hyène de ne pas bouger sans ses ordres. Donc, c'est Mussolini caricaturé. La planche 4, vignette ronde 2, c'est le cadre noir de Saumur, où là, les cavaliers sont des centaures, hein, redessinés là aussi. La planche 21, case 3, c'est la chouette et la vipère. Dessin. Alors là, on voit la case qui a été refaite et collée se décolle un tout petit peu et on peut regarder en dessous très, très prudemment et on voit que c'est un dessin à la plume d'une toute autre nature. Planche 25, case 1, c'est la flotte anglaise attaquée par les poissons torpilles. Planche 31, c'est la partie droite de l'illustration 5 où Calvo a redessiné Mussolini et c'est intéressant puisque dans son dessin final, Mussolini porte un masque, enfin donc la hyène à peau de louve porte un masque qu'elle relève de sa tête et ce masque est véritablement à l'effigie de Mussolini et on le reconnaît parfaitement. Enfin, planche 35, case 1, c'est la capitulation anglaise à Singapour. Nous sommes donc en présence d'un document exceptionnel par sa complétude, son état de conservation, la fraîcheur des coloris. Il a été conservé donc jusqu'à son entrée à la BNF dans la famille par les descendants de Calvo. Je dois évoquer qu'en 2008, nous avions demandé en prêt auprès d'Annie Laboret, fille de Calvo, l'une des deux filles de Calvo, nous avions demandé ce recueil de La Bête est morte pour l'exposer dans l'exposition Babar, Harry Potter et compagnie. Et que depuis 2007, ce recueil a été très, très montré. Je vais citer très rapidement de Superman au chat du rabbin en 2007, donc Babar, Harry Potter et compagnie en 2008, Shoah et bande dessinée au mémorial de la Shoah en 2017, Calvo, un maître de la fable à Angoulême en 2019-2020, et enfin tout récemment à l'automne dernier, juste avant l'entrée du recueil dans nos collections, la bande dessinée à tous les étages, Centre Pompidou, avec la bande dessinée au musée où les 16 planches de Calvo voisinaient avec celles de Winsor McCay, Will Eisner, Hergé ou George Harriman. Et enfin, donc, La Bête est morte au mémorial de l'internement et de la déportation à Compiègne en octobre 2024, janvier 2025. 15 planches étaient montrées. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi, lorsque le recueil est entré le 5 mars dernier dans nos collections, il se composait à la fois d'un volume relié, le volume initial dans lequel il ne restait plus que 46 planches,
et puis 31 planches qui avaient été démontées pour être présentées dans ces 2 lieux qui étaient donc le musée d'art moderne et le mémorial de Compiègne. Je termine en disant que la souscription qui a été lancée pour l'acquisition de ces planches originales a été l'occasion de 2 autres entrées que je tiens à signaler ici. C'est d'une part l'entrée de l'édition néerlandaise de 1946 qui a été donnée par M. Jérôme Sachs et elle est présentement exposée dans la rotonde. Et puis la réédition des 2 fascicules faites en 1945, donc en août 1945 et en novembre 1945, qui ont été donnés par Mme Danielle Cambournac en août 2025. Et cette réédition permet de clarifier 2 points. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, suite à la menace de Walt Disney, Calvo redessine la couverture du premier fascicule pour la réédition. Pour ce qui est du second fascicule, il va éviter de dessiner les truffes. Et surtout, pour la réédition du premier fascicule, il va gommer toutes les truffes. Alors, diapositives 10 et 11, s'il vous plaît. 10 d'abord. Voilà, donc vous pouvez voir que toutes les truffes ont disparu de tous les dessins de Calvo, et c'est plus visible sur la diapositive suivante. Voilà, où on voit la présence de la truffe ici, voilà, par ombre, mais elle a été gommée. Donc pour éviter le procès de Walt Disney. On constate également dans cette première réédition du premier fascicule que Jacques Zimmermann n'est plus crédité à l'achever d'imprimer. Diapo 12, s'il vous plaît. C'est le début de l'effacement de Jacques Zimmermann qui ne sera mentionné dans l'édition, qui ne sera pas mentionné non plus dans l'édition intégrale de 1946. Donc, vous voyez, donc, entre le Vésinet et Ménilmontant, dans la gueule du grand loup, au groin du cochon décoré sans autorisation du putois bavard. Cet album a été conçu et rédigé par Victor Dansette et Jacques Zimmermann. Nous sommes en août-novembre 1944. Et donc, 1 an plus tard, en août 1945, entre le Vésinet et Ménilmontant, dans la gueule du grand loup, au groin du cochon décoré sans l'autorisation du putois bavard. Cet album a été conçu et rédigé par Victor Dansette. Voilà. Je passe très rapidement sur l'album qui connaît aujourd'hui sa 10e édition. Diapositive suivante, s'il vous plaît, juste pour rendre hommage au travail fait par Futuropolis. Nous y reviendrons également tout à l'heure. Donc, Étienne Robial et Florence Sestac qui ont redécouvert l'œuvre de Calvo à partir de 1974 et l'ont réédité chez Futuropolis. Et donc Florence Sestac a raconté en 2007 la véritable histoire de Futuropolis et dessine 3 planches pour raconter cette redécouverte de Calvo. Donc ils vont rendre visite à Madame Calvo, la veuve d'Edmond-François. Ils sont époustouflés par les planches et ils envisagent donc de le rééditer dans cette fameuse collection qui était 30-40, qui était exceptionnelle à l'époque, avec donc même une réunion qui est faite dans la librairie. Nous reviendrons juste un petit peu après sur cette réédition et cette redécouverte par Futuropolis. Et donc je cède la parole à Pascal Horry. Merci Karine. Vous voyez la difficulté de l'exercice parce qu'il y a au moins 3 lieux qui sont concernés. Il y a des documents originaux qui sont en exposition à la Rotonde, auxquels on ne pouvait pas toucher. Il y a les documents originaux qui sont là et il y a les PowerPoint. Mais membre de l'Académie française, je me refuse à promouvoir une licence commerciale, donc je rappelle qu'il faut dire diapositive. Et diapo et diaporama. Voilà. Cette soirée aura au moins servi à ça. Bien. Alors, quelques précisions du point de vue d'un historien, mais Karine est une excellente historienne aussi. Pour d'abord préciser quel est ce trio d'auteurs. Voilà. Ce sont des auteurs, il faudrait s'interroger sur la répartition, mais pas seulement pour cet ouvrage de l'autorité. Je commence par, effectivement, celui dont le nom s'est imposé déjà au moment des premières publications, et finalement, vous le voyez aussi sous la signature de Florence Sestac, qui aurait pu être parmi nous ce soir, donc ce serait intéressant un jour de l'inviter à venir voir ça. On pourra se faire une autre soirée. C'est absolument indispensable. Calvo, je pense qu'on peut passer la diapositive suivante.
qui est le portrait de Calvo. Non, voilà, après, voilà. Edmond François Calvo, qui, en fait, va arriver relativement tard dans l'histoire de cette générale de publicité, GP. Alors, consacrer quelques minutes à l'éditeur, ce n'est pas négligeable. On pourrait compléter d'ailleurs, en bons élèves de l'histoire culturelle, s'interroger aussi sur l'imprimeur, qui est Néogravure en l'espace, qui n'est pas n'importe quel imprimeur, qui sera même beaucoup plus tard le premier imprimeur français dans les années 70, par son chiffre d'affaires, et dont l'évolution a commencé. Néogravure, pour les quelques-unes ici qui s'intéressent à l'histoire de l'imprimerie, est en train peu à peu de se reconfigurer d'un point de vue économique à la veille de la Seconde Guerre mondiale, en se rapprochant ou en indexant, en se regroupant. Il y a toutes les variantes avec des fossés. Après la Seconde Guerre mondiale, ce sera Schex, Auberture, etc. Néogravure, c'est quand même, pour l'époque, une référence. Et la qualité que nous chantons tous, la qualité de l'œuvre, on va dire, de Calvo, doit évidemment aussi à l'imprimeur. J'en dirai pas plus, mais il faudrait, à l'avenir, développer cette dimension-là. Quant à l'éditeur, la Générale de publicité, il remonte à 1902 comme, effectivement, éditeur de publicité financière dans la presse, lié à un syndicat dont le titre est assez significatif, parce qu'on aurait presque l'impression que ce n'est pas le bon titre, c'est un titre explicatif. Non, vérification faite, en 1902, la Générale de publicité se présente ainsi comme rattachée au, je cite, syndicat de la presse catholique et conservatrice. Voilà, donc vous avez déjà un univers qui est posé. Il faut attendre une vingtaine d'années pour que la Générale de publicité, GP, s'intéresse aux livres. Avant, il s'agit plutôt de s'inscrire dans les annonces, les publicités, les pages publicitaires. Et il faut attendre 1942, il s'est passé quelque chose depuis 2 ans, pour que la GP se donne vraiment un programme de publication pour la jeunesse. À titre d'exemple, une publication dont le titre dit tout sur l'atmosphère de l'époque, aussi l'atmosphère qui peut régner à la Générale de publicité, dont Victor Dansette est désormais le principal acteur depuis 1937. Tout ça est quand même très lié à une conjoncture, avec des liens, ce que j'ai découvert à cette occasion, avec la relance du roman scout. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent évidemment à la maison d'édition Alsacia et aux différents romans scouts qui vont être publiés à partir justement de 1936, eh bien, il y a un lien indirect de l'AGP avec Signe de piste. On va se préciser ces configurations. Et je signale tout de suite d'ailleurs que l'AGP triomphera après-guerre, puisque pour ceux qui ont mon âge avancé, il y en a peut-être quelques-uns dans cette salle, ça vous dira quelque chose. L'AGP va lancer en 1947, vous voyez, ça encadre La Bête est morte, la bibliothèque Rouge et Or. Ah, ben je vois que ça provoque voilà, des souvenirs, la remontée de souvenirs. Mais en 1942, GP publie par exemple un ouvrage qui s'appelle « De Vercingétorix à Pétain, le don de soi-même ». Alors les érudits peuvent rattacher ça la même année à « De Jeanne d'Arc à Philippe Pétain » de Sacha Guitry. Et on pourrait sans doute trouver d'autres variantes sur le même thème. Donc on voit bien à qui on a affaire à ce moment-là. En même temps, Victor Dansette, c'est quelqu'un dont on se rend compte qu'il est non seulement le patron, on peut le dire, de GP à ce moment-là, mais c'est aussi clairement un amateur d'art, puisqu'il va publier, en encadrement à ces dates-là, plusieurs ouvrages d'art. C'est quelqu'un qui n'est pas simplement du côté de la finance, ce serait le cas de le dire, publicité financière, mais de l'art. C'est absolument évident. Je précise tout de suite que Victor Dansette s'écrit D-A-N-C-E-2-T-E, et je vois Gilles Pécou qui opine comme moi, dans notre jeunesse, pas si lointaine que ça, bien sûr, il y avait Adrien Dansette avec un S,
qui était une référence en histoire politique. Non, ce n'est pas Adrien Dansette, même sous pseudonyme. C'est Victor Dansette avec un C. Et Victor Dansette a déjà testé un duo, qui est nouveau pour lui, hein, avec un dessinateur qui s'appelle Paul Baudrier, qui semble être d'ailleurs un graveur assez important d'après ce que j'ai compris. Et Victor Dansette et Paul Baudrier publient, donc c'est en fait Victor Dansette qui publie chez GP, le 20 mars 1943, donc les dates continuent à glisser. Il était une fois un pays heureux, mais je crois qu'on va le voir un petit peu plus loin. Alors, image suivante pour comprendre l'évolution de Calveau. Calveau, au départ, c'est quand même tout à fait intéressant, n'est pas un dessinateur professionnel. Ça me paraît clair. C'est quelqu'un qui est un dessinateur doué, ça c'est certain, mais qui ne se voit pas comme dessinateur professionnel. Il grandit en Normandie. Il est au départ partagé sur sa vocation. D'ailleurs, il faut se méfier du mot vocation. Vous savez, c'est une connotation religieuse qui écrase un petit peu celui dont on parle. Il est d'abord assez fondamentalement, lui qui, alors, je le précise quand même, d'origine hispano-italienne, mais lointaine, hein, lointaine. On peut penser quand même que le jeu de mots sur la poire Williams, c'est une idée de Calvo. C'est un jeu de mots en espagnol, si j'ai bien compris. Donc Calvo hésite sur sa fameuse vocation. Il n'hésite pas parce qu'en 1914, il est engagé, il est au front, il est même blessé. Après la Première Guerre mondiale, dans un premier temps, il se voit devenir dessinateur professionnel. Il envoie un certain nombre de dessins au Canard enchaîné, qui vient d'apparaître, hein, entre 1919 et 1921, et puis il renonce. Alors il faudrait entrer dans le détail des légendes familiales, mais nous avons la chance d'avoir ici les petits-enfants des trois héros. Donc, y compris, bien sûr, et pour commencer, de Calveau. D'après la légende familiale, je pense que c'est plus qu'une légende, il est si peu dessinateur professionnel qu'il s'éloigne de ses tentatives à l'époque du Canard enchaîné et devient restaurateur. Attention, pas restaurateur d'œuvres d'art, aubergiste, dans l'Eure. Et il semble que ça lui ait plu, mais que ça n'est peut-être pas plu à tout le public et qu'il était obligé d'arrêter. Ce n'est quand même qu'en 1938, il est né en 1892, donc 46 ans, et ce n'est qu'en 1938 qu'il passe, avec armes et bagages, au dessin professionnel. C'est quand même une biographie intéressante. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est rêvé tout de suite dessinateur professionnel, il s'est rêvé sans doute dessinateur, et le passage à la profession, ça a été lié, entre autres, à l'échec de son auberge dans l'Eure. Et à partir de ce moment-là, à Paris, il va rencontrer, effectivement, plusieurs éditeurs de presse pour la jeunesse. Et c'est comme ça qu'on le voit ici, testant son talent qui, comme vous voyez, est divers et varié, parce qu'on a l'impression de ne pas regarder les œuvres du même auteur que La Bête est morte. Tom Mix, c'est la tradition du western, 1940. Vous avez les dates, je ne commande pas. Le Chevalier Chantecler, c'est explicite, c'est la tradition de Cap et d'Épée. Nous sommes au début de l'État français, donc on peut dire que Calveau, sur ce plan-là, se fond dans la masse de ces dessinateurs qui travaillent assez largement sur commande, ou en tous les cas en fonction des tendances du jour. Image suivante, donc diapositive suivante, on voit qu'en 1942-1943, Calveau évolue. Et là, on commence à se retrouver dans l'univers qui est resté associé à son nom. Sépia, je me suis posé la question si ce n'était pas synonyme de SPE. En tous les cas, SPE, ça mérite un petit commentaire. La Société parisienne d'édition, jusqu'en 1940, c'est la fameuse maison Offenstadt, qui a joué un rôle très important dans l'histoire de la presse et de la littérature pour la jeunesse. C'est une entreprise qui est arianisée, comme il se doit. Pour Sépia, je n'ai pas ce type d'information,
Je me suis dans un premier temps demandé si ce n'était pas le nouveau nom arianisé, mais apparemment pas, puisqu'on met SP à droite. En tous les cas, l'essentiel pour nous, c'est que Calvo commence à rencontrer la tradition animalière qui va triompher dans La Bête est morte, et au-delà d'ailleurs pour lui de La Bête est morte. Je signale d'ailleurs qu'après Croque-Mulot, qui est une sorte de premier test, enfin vous voyez que la fable animalière est déjà installée, Patamousse aura assez de succès pour que Calvo puisse publier 3 albums successifs de Patamousse. Voilà un premier personnage. Je ne reviendrai pas, sauf s'il y a des questions tout à l'heure sur la maison d'édition, mais qui surplombe un peu tout ça. Et rapprochons-nous, mais très rapidement, de Victor Dansette. Donc, image suivante, Victor Dansette. Vous voyez les dates de naissance et de mort. Calvo mourra avant Dansette, ou même Zimmermann. Donc Victor Dansette, je n'insiste pas beaucoup plus sur le fait qu'il s'agit quand même du donneur d'ordre, de celui qui permet de construire un objet comme La Bête est morte. Le croisement avec l'évolution proprement stylistique de Calvo permet de comprendre pourquoi Dansette peut penser à Calvo et accepte ce qui est vraisemblablement une sorte de proposition initiale de Calvo, mais en la modifiant à la Dansette. On va repérer la contribution de Dansette dans un instant au long des pages. Dansette est un écrivain. En tous les cas, c'est quelqu'un qui aime l'écriture, qui aime considérablement l'écriture, parce que si vous avez déjà feuilleté La Bête est morte, si vous avez bien regardé la part des textes dans les images précédentes, vous voyez que c'est un auteur prolifique et qui établit un rapport, ça il faudrait peut-être le théoriser un jour, ce ne sera pas moi qui la ferai cette théorie, sur la surabondance façon Calvo dans le dessin et la surabondance façon texte chez Dansette. Image suivante, un hommage de Calvo à Victor Dansette, avec sans doute quelques allusions qui nous échappent. Image suivante, voilà un extrait de cet ouvrage de 1943 qui permet de comprendre où se situe en mars 1943, ce n'est pas en 1941, ce n'est pas en 1942, Victor Dansette. Il était une fois un pays heureux. Je ne vous laisse pas vraiment... Oh si, vous avez quand même le temps de lire, en particulier la page de gauche. Voilà. C'est-à-dire que nous avons affaire à quelque chose qui participe du catalogue de GP à cette époque, d'être un catalogue parmi d'autres. À peu près tous les éditeurs pour la jeunesse française s'y sont mis, à partir de 1940, et ça s'est accentué jusqu'en 1943. Ça affaiblit un petit peu, d'être des instruments de propagande de l'État français, avec une personnalisation du pouvoir et de la propagande en la personne du maréchal Pétain. Alors, vous voyez que Baudier a une esthétique complètement différente de celle de Calvo. En revanche, en ce qui concerne Dansette, qui est l'auteur du texte en commun avec le texte qui nous intéresse ce soir, fait partie de ceux qui ont complètement adhéré au discours de l'État français. Image suivante. Dès novembre 1943, à cette époque, les jours et les mois comptent, GP publie, mais alors sans Dansette, sans Calvo, un ouvrage plein de nostalgie qui peut être interprété comme une manière de dépolitiser, dans le sens pétainiste, parce qu'ensuite La Bête est morte sera un texte éminemment politique, mais en sens inverse, de dépolitiser le catalogue. En tous les cas, en prenant une loupe, on peut dire que, oui, le catalogue de GP est en train de bouger. Troisième personnage, image suivante, Jacques Zimmermann, qui est resté, j'allais presque dire jusqu'à ce soir en ce qui me concerne, assez mystérieux. Donc, comme l'a dit Karine,
Jacques Zimmermann peut être qualifié, d'ailleurs certains textes officiels le qualifient de publiciste. Je rappelle que publiciste a deux sens. Aujourd'hui encore, a fortiori à cette époque-là, je pense que ça se rapproche de publicitaire, donc on est tout à fait dans la logique de GP où il se retrouve. Publiciste, au XIXe siècle, c'était Paul-Louis Courrier, c'était un mélange de journaliste et d'essayiste, dirait-on aujourd'hui. Ce n'est pas complètement étranger à l'apport, semble-t-il, mais qu'on a du mal à distinguer de celui de Dancette de Zimmermann. Ce qui est clair, c'est que s'il y a apport de Zimmermann, il se mixte avec celui de Dancette. Nous avons un document qui permet de comprendre que Jacques Zimmermann a été un combattant, alors cette fois-ci pas de 14-18 comme Calvo, mais de 39-40, qu'il a été fait prisonnier, qu'il a été libéré, mais après une sévère expérience des commandos, associés là au camp de prisonniers, pas au camp d'extermination bien sûr, et Jacques Zimmermann publiera en 1945 un ouvrage intitulé « En revenant des commandos » qui permet de le situer. En revanche, il faut reconnaître que jusqu'à ce soir, j'étais de ceux, c'est-à-dire la totalité, qui commençaient à s'intéresser un petit peu à Jacques Zimmermann, qui hésitaient sur un certain nombre de textes, de préfaces, même d'ouvrages, signés Jacques Zimmermann, qui n'appartenaient pas à un autre Jacques Zimmermann, ami de Joseph Kessel, oui, ça se complique encore, mais apparemment pas à celui-ci. Et donc, je pense que nous aurons encore besoin des lumières des héritiers Zimmermann pour comprendre exactement si, avant sa participation, dont on a vu qu'elle sera éphémère, en tous les cas en ce qui concerne sa visibilité, s'il avait déjà publié d'autres textes. Ce qui est clair, c'est qu'il apporte quelque chose à Dancette. Certains ont évoqué l'idée que, puisqu'il avait une expérience cruelle de la guerre, il avait une lecture qu'on qualifierait aujourd'hui, mot à la mode, mais qui n'est pas vraiment utilisé à l'époque, sauf peut-être dans certaines circonstances bien particulières, de géopolitique. Voilà donc le trio. Je crois qu'il est intéressant de revenir dans la continuité de ce que vient de dire Karine, sur la manière dont cette fable animalière fonctionne. On l'a vu avec le fameux trio. Je passe sur l'image suivante qui est En revenant des commandos. Il est certain que je ne passerai pas pour l'instant à l'image suivante parce qu'elle nous conduirait déjà un peu trop vite aux sources de cette tradition animalière. Ce qui est clair, et là je vais revenir donc aux planches originales, Karine, que le jeu auquel s'est livré Dancette prioritairement, mais ensuite Calvo, ça a été le jeu de la représentation animalière des identités qu'on pourrait qualifier de nationales. Ça commence, j'ai noté planche originale 4, c'est bien ça. Ça commence avec cette représentation bigarrée des Français. Au fond, les Français sont les seuls qui ne soient pas strictement assignés à une animalité. Donc j'avais noté planche originale 4. Voilà. Donc le récit du grand-père Patamouin, qui est clairement du côté d'une animalité, d'écureuil, disons, mais aussi des petits lapins. Tout ça, ce sont des Français, mais aussi des grenouilles. On est les seuls à cumuler toutes ces identités, soyons fiers quand même. Et des cigales à droite aussi, en bas à droite. Bon, non, c'était en bas à droite, mais voilà, des cigales. Les autres identités, qu'on qualifiera donc faute de mieux de nationales, sont généralement plus cadrées. Mais parmi les Français, qui évidemment ne sont pas qualifiés de Français en règle générale dans le texte, alors on pourrait s'attarder, regarder effectivement, mais on ne le fera pas. On ne le fera pas. De toute façon, La Bête est morte est disponible chez d'excellents libraires. Non, on pourrait en revanche se pencher rapidement sur la planche originale 54, qui ajoute
une autre animalité française très particulière, une cigogne. Voilà. Notre grande cigogne nationale, est-il dit dans le texte. J'espère que vous aurez compris qui est la grande cigogne nationale, qui est d'ailleurs saisie là, si je comprends bien, à l'Assemblée d'Alger. Parce qu'il parle devant une assemblée. Je ne peux pas dire que ce soit la fonction principale de Charles de Gaulle pendant la guerre, de parler devant une assemblée. Bon. Là, la grande cigogne parle. Et la vraie France, sa représentation, vous savez bien qu'en France, la représentation nationale, c'est capital. On le voit très bien en ce moment, d'ailleurs. Donc, comme auto-représentation, rien de plus flatteur. Donc, grande cigogne nationale. Évidemment, on a déjà eu une esquisse tout à l'heure, la représentation des Anglais par des dogs. Les dogs, oui, et là c'est le numéro 25. Les dogs, oui, mais d'abord Winston Churchill. Donc je pense que la doguisation des Anglais est en particulier due à une certaine représentation, faut-il dire caricaturale, de Winston Churchill. En tous les cas, il fait partie des bons, c'est clair. Font partie des bons avec d'ailleurs des circonlocutions, sinon des circonvolutions. Aussi les ours, planche originale 26. Les ours blancs, ils ont intérêt à être blancs, qui sont donc les soviétiques. Qui sont les soviétiques, nos alliés, et qui utilisent d'ailleurs un instrument contondant typiquement soviétique. Et efficace, visiblement. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a les Belges qui sont des lionceaux. Alors ça, c'est un jeu plus subtil sur l'héraldique. Il y a les Australiens qui sont des kangourous. Et puis les Italiens, c'est quand même très intéressant, si on considère l'origine lointainement italo-espagnole de Calvo, sont des hyènes. On peut dire que là, on creuse très profond. Des hyènes. Et comme l'a indiqué Karine, Mussolini est une hyène revêtue d'une peau de louve. C'est une hyène aggravée. Et pourquoi est-ce que, d'une certaine façon, face au loup nazi, les hyènes seraient dans la représentation, dans la symbolisation de la représentation presque plus bas? C'est à cause de 1940. Ça, on peut penser qu'un patriote comme Victor Dansette, il n'est pas le seul. Grosso modo, les Français ont considéré que le coup de poignard dans le dos des Italiens en 1940 était l'abomination de la désolation. En tous les cas, voilà, on pourrait continuer ce petit jeu, mais vous le comprenez. Pour le reste, vous allez dans votre meilleure librairie pour essayer de comprendre la logique de cette assignation d'identité. Vous pouvez faire aussi coup double et acheter ou racheter à cette occasion Maus et voir comment chez Spiegelman ça fonctionne. En particulier sur la représentation spiegelmanienne des Français. À côté des Polonais qui sont des cochons, les victimes, les souris sont, enfin, les Juifs sont des souris, bien sûr, vous le savez, les Allemands chez Spiegelman sont des chats, les Canadiens sont des élans, etc. Bon, ça sera un excellent exercice que de poursuivre cette analyse. Je ne vais pas gloser plus que cela sur l'efficacité de cette assignation des identités. On peut penser que ça a joué avec le talent de dessinateur de Calvo, beaucoup dans le succès. D'ailleurs, et là on retrouve Dansette, parce que c'est toujours ça, il faut deux pour danser le tango. Là. Le troisième est un peu laissé de côté, pendant que les deux principaux dansent le tango. Il y a aussi chez Dansette une volonté de faire rire avec des clins d'œil. Karine a déjà cité, je crois, à 2 reprises, l'effondrement de la ligne Livaro. Alors peut-être que le Normand Calvo lui a suggéré l'utilisation de Livaro, vous aurez compris qu'il s'agit de la ligne Maginot. Alors on peut se permettre, sous Vichy, de se moquer de la ligne Maginot, que le maréchal avait défendu mordicus, bien sûr, parce que c'est la stratégie du maréchal, pas que du maréchal, d'ailleurs. Grosso modo, c'était la stratégie
la grande majorité des Français, c'est-à-dire ne surtout pas faire la guerre. On connaît ça. Bon. Donc, Livarot, oui, se moquer de la ligne Maginot, on peut le faire déjà sous Vichy, on le fera encore plus, j'allais dire, sous Charles de Gaulle. De la même façon, on se rend compte que, alors je pense que c'est Dansette et Zimmermann qui ont mis la main à ça, il ne manque pas dans le texte de références assez précises, alors d'abord aux opérations militaires, c'est peut-être le côté zimmermannien de tout ça, et du côté de Dansette, par exemple, une référence, sur laquelle je ne resterai pas, mais une référence à l'épisode typiquement bruxellois et même belge du faux soir. C'est-à-dire que les résistants belges ont réussi à ridiculiser les collaborationnistes belges en sortant un faux numéro du soir, le soir volé, comme on dit encore toujours aujourd'hui en Belgique. Donc un journal bien repéré, ça c'était la tactique allemande, on connaît aussi en France, bien repéré, populaire, que l'on transforme en organe de propagande allemand. Eh bien, cette affaire est mentionnée au passage, comme ça, dans le texte de La Bête est morte. Il y a même un jeu de mots que un certain nombre d'historiens ont mis du temps à comprendre, concernant un collaborationniste montré du doigt, et à un certain moment, je pense que c'est Dansette plutôt que Calvo, mais peu importe, les deux, qui conclut « on ne sait pas qui ». Et c'est Harold Paki, pour ceux d'entre vous qui voient de quoi il s'agit. Donc, un homme de radio, fondateur de l'hebdomadaire catholique de radio, plus tard de télévision, qui aujourd'hui s'appelle Télérama, non, il ne faut pas confondre. Hein. Mais Harold Paki est devenu donc l'une des deux grandes voix radiophoniques de la collaboration. Donc, on ne sait pas qui, vraisemblablement, les Français d'époque connaissaient, d'ailleurs, Paki l'a payé de sa vie. Il y a même une référence, deux je crois d'ailleurs, mais on va prendre la planche originale 21, à la collaboration. Planche originale 21. Voilà, les deux cases du bas, avec des méchants qui sont représentés par les deux personnages, là, qui sont les inspirateurs du défaitisme. Donc une chouette très antipathique. Et puis à droite, le bobard déchaîné. Voilà. Vous voyez que le putois bavard, donc Goebbels, est à la manœuvre. Bien sûr. C'est également dans ces pages que, alors ça a sensibilisé les historiens, quand même les contemporains ont pu l'enregistrer, comment ont-ils fait, c'est autre chose. Nous sommes, sauf erreur Karine, dans le fascicule 1 avec la planche 50. En tous les cas, 1 ou 2, on peut déjà parler d'une persécution des Juifs, avec une référence, la fameuse phrase qu'on cite toujours maintenant, mais voilà, en haut à droite. Dans les pays occupés, la faiblesse évidente du grand loup devait conduire à une intensification de la résistance des peuples opprimés. Vous voyez un peu le ton de Dansette, hein, c'est du sérieux. Hein. Un redoublement de violence et d'atrocité fut la riposte des barbares. Nous sommes dans un pays qui s'appelle la barbarie, c'est son nom officiel. Des centaines de milliers d'animaux inoffensifs furent expédiés vers les fameux camps de la mort, d'où l'on n'en vit jamais aucun revenir. Ça, c'est assez exceptionnel. Vous confirmez que c'est le fascicule 2 ? Donc, ce n'est pas le fascicule qui sort peut-être fin août, peut-être même un peu plus tard, 44, mais c'est quand même sorti. Alors, faut-il y voir, ça mériterait quand même un lien avec l'ouverture des camps, donc préciser à quel moment on peut dater ça, puisque l'ouverture des camps est sans doute, qui commence en janvier 45, comme vous savez, qui s'étend jusqu'à mai-juin 45, l'ouverture des camps est sans doute une des plus grandes dates éthiques de l'histoire de l'humanité. Bon, inutile de vous dire pourquoi. Donc, en tous les cas, les auteurs, Dansette, sans doute le premier, hein, c'est Dansette et Calvo, étaient présents sur le terrain de la référence à
cette extermination. On peut dire que, bon, camp de la mort, ça ne va pas aussi loin que... C'est quand même tout à fait remarquable que... Donc, vraisemblablement, on est quoi, en mars? Avril? Même juin, oui. Enfin, juin 45. Oui, pour la publication, mais donc, oui... Avril, mai ou plus tard. Voilà. Il y a donc là une réactivité qui est d'ailleurs la forme extrême, parce que notre hypersensibilité sur cette question nous a fait focaliser, nous étant les historiens qui s'intéressent au sujet, focaliser là-dessus. Mais on peut penser que ça permet aussi de relire les récits des atrocités allemandes sous cet angle-là aussi. Quelques mots avant de passer la parole pour une conclusion à Karine, et j'ajouterai simplement un élément à ce moment-là, sur ce qui, effectivement, est le terrain sur lequel il faut se placer quand, avec le recul, on peut dire que nous avons affaire à un chef-d'œuvre, dans tous les sens du mot chef-d'œuvre, y compris la dimension en fait, artisanale, très personnalisée de tout ça. C'est effectivement la manière, vous l'aurez déjà compris, donc je ne vais pas m'habiller en historien de l'art ou même en critique d'art, mais la manière dont on peut faire une lecture esthétique, c'est le moindre des choses, de cette œuvre d'art. D'abord, la liberté que... Alors, visiblement, Calvo, à ce moment-là, hein, dans cette, intelligemment, le suivant, pas à pas, la liberté avec laquelle Calvo joue sur les planches et les cases au sein des planches. Donc, j'avais noté planche originale 42, c'est ça? Voilà, ben oui. C'est-à-dire que vous avez quelques planches qui sont bien remplies et où le gaufrier, entre guillemets, explose sans doute, mais bon, est encore relativement respecté. Il faut voir que les enfants de cette époque lisent généralement des gaufriers de 2, 3, 4 niveaux. C'est ça la forme standard. On voit déjà que Calvo se sent un peu prisonnier et veut aller plus loin. Il va s'en libérer, n'exagérons pas d'ailleurs la prison du gaufrier, mais il va s'en libérer à travers un traitement des vignettes elles-mêmes. Par exemple, planche originale 14, des vignettes rondes de temps à autre qui interviennent. Voilà. Alors à chaque fois, il faudrait vérifier pour montrer quoi, pour dire quoi, etc. Mais on sent bien que quand il le peut, je ne dis pas quand Victor Dansette a le dos tourné, mais quand il le peut, ce qu'il adore, Calvo, c'est la pleine page. J'avais noté planche originale 20, c'était bien ça. Une forme de pleine page qui concerne, par exemple, le débarquement en Sicile, avec tout le jeu sur la botte, etc. Vous voyez quand même la place du texte. Hein. Mais, encore une fois, un texte abondant, et Calvo qui s'en sort assez facilement. Je pense qu'il a facilement convaincu Dansette, parce que c'est très pédagogique, cette image sempiternelle, d'ailleurs, de la botte italienne. Alors, il y a peut-être dans la salle des spécialistes de l'Italie qui auraient envie de commenter tout ça, mais ça sera pour une autre fois. Et puis, il y a même des doubles pages. Oui, c'est vrai qu'il y a une deuxième planche. Voilà. On va le dire, mais ce sont des mots utilisés avec précaution. Très belle. Très, très belle. Un jeu sur le blanc, le bleu, ces courbes qui traversent. Et là, on sent bien que, là, pour le coup, miracle, très peu de texte. Très peu de texte. Et Dansette a accepté ça, je suppose. Bon, c'est pour des pages comme ça, évidemment, qu'on peut se dire que c'est du grand art. Et puis, donc, un autre exemple de pleine page, c'est la résistance des ours, hein, c'est bien ça. Vous voyez la composition assez subtile. Quand on entre dans le détail, bon, je n'ai pas connaissance, Karine, de travaux proprement esthétiques, j'allais dire page à page, mais ça le mériterait. Ça le mériterait. Pour l'instant, voilà, même ce soir, nous sommes dans l'admiration. Il va falloir peut-être aller plus loin en se disant, mais ce grand artiste, comment construit-il ces pages? Voilà. La fière cité du Grand Ours. Donc c'est Stalingrad. Non, c'est
pas Stalingrad? C'est Bir Hakeim, celle-là. Mais pourquoi l'allusion au Grand Ours là en bas? Bref, alors c'est Bir Hakeim. En effet, c'est marqué Bir Hakeim. Mais là, je voyais la cité du... C'est une référence. Ah oui, Lesson, voilà, la cité du Grand Ours. Et puis, j'avais noté une double page, qui est la planche originale 40, c'est ça? C'est celle-ci, la 40. C'est Bir Hakeim. D'accord. Oui, effectivement, il s'agit là d'une double page. Et on voit qu'il se sert bien de la pliure, enfin, du fait que c'est une double page. Ce n'est pas une double page symétrique. Là, c'est une page, effectivement. Donc, on pourrait reprendre chacune de ces pages et quelques doubles pages en essayant de voir comment il nous fait entrer dans l'action. Et il faut le reconnaître, à ce moment-là, le rapport au texte se retrouve assez relativisé. Même chose pour les cadrages. Je crois qu'on avait décidé, Karine, de sélectionner la planche originale 19, c'est bien ça? Non, c'est celle-ci, 19. Donc planche originale 27, sur, en effet, une fois de plus, le jeu des couleurs. C'est presque étrange, d'ailleurs. Ça consiste à nous expliquer que la France n'est plus seule, la France libre, la France de la résistance, et que chacun se mobilise pour abattre la bête. Alors là, c'est une double page, effectivement. Et là, on a un point de vue satellitaire, dirais-je. Un jeu sur les bleus assez étonnant. Et là aussi, il faudrait prendre le temps d'analyser cas par cas le statut de chacun des personnages, positifs ou négatifs, les postures adoptées, etc. J'ai le souvenir aussi, mais on ne le retient pas, d'une référence à la liberté guidant le peuple, hein, Karine, je ne me trompe pas. Voilà, nous avons affaire à, je maintiens, du grand art. Peut-être faut-il revenir rapidement sur... je donnerai bientôt la parole à Karine en ce qui concerne la place de la bande dessinée à la BNF. Aujourd'hui, au-delà du cas Calvo, mais vous pouvez continuer à contempler cette double page étonnante. Comme Karine vous l'a dit, Calvo, a fortiori dans cette, parce que c'était en fait Calvo qui était en première ligne, a fortiori, j'allais dire ce pauvre Jacques Zimmermann, qui commence à disparaître dès le début, n'apparaissent plus comme vraiment à la mode. Ils appartiennent à un moment, peut-être d'ailleurs pour des raisons historique, c'est-à-dire que c'est vraiment l'atmosphère de la libération, du glissement vers la libération, les préoccupations changent, et il faut effectivement qu'il y ait cette rencontre de Futuropolis, c'est-à-dire au moment où une formulation qui remonte un peu plus tôt, mais qui s'impose, entre autres grâce à l'éditeur Futuropolis, mais pas que, bien sûr, la bande dessinée devient le 9e art. Et c'est la meilleure reconnaissance qu'on puisse imaginer, que sans qu'il y ait aucune préparation, puisque Calvo s'est effacé, et il est mort dans les années 50. Pour celles et ceux d'entre vous qui en ont le souvenir, Moustache et Trottinette, c'est lui. Donc voilà, les fables animalières, il n'en est presque pas sorti. Enfin, il n'a pas fait que ça, mais son dernier succès, Moustache et Trottinette, au milieu des années 50, il participe. Et en participe. Non, il faut vraiment qu'il y ait une autre génération qui laisse de côté ces considérations et qui se contente de dire que c'est admirable. Et vous l'avez compris par la page signée Florence Sestac. C'est un peu après, mais pas beaucoup, que Spiegelman va découvrir La Bête est morte. Belle rencontre, évidemment. C'est aussi dans cette perspective qu'on peut situer, à partir de l'effet Futuropolis, les premières expositions Calvo, en particulier celle de 1989. Le passage à un éditeur aussi prestigieux que Gallimard,
Je voudrais aussi rendre ici un hommage à une personne que j'ai bien connue et qui est morte prématurément, Annie Baron-Carvey, qui était l'autrice du premier Que sais-je sur la bande dessinée, et qui, à la veille de sa mort, en 2007-2008, a fait référence dans la dernière édition de son vivant, donc de son Que sais-je, à un article très pointu de Jean-Max Guieux, un professeur français, mais aux États-Unis, publié dans une revue de référence, une revue savante, la Contemporary French Civilization, où il est fait allusion à l'équipe. Donc, ébauché une analyse assez érudite, où on parle de Jacques Zimmermann, on parle de Dansette, etc. Et on peut dire que tous les instruments d'une analyse scientifique sont à ce moment-là mis en place, ce qui explique une soirée comme la nôtre. Mais Karine, à vous la parole pour terminer sur la BNF. Deux monuments de la bande dessinée, donc entrés dans les collections grâce à la première souscription. Micro. Ah. C'est bon? Oui. Donc, La Bête est morte, vous l'avez compris, est rentrée grâce à une souscription nationale dans nos collections. Il est important de souligner que c'est la première souscription nationale en faveur du 9e art et que voilà, nous étions plus habitués à la bibliothèque, comme Monsieur le Président l'a dit tout à l'heure, à des souscriptions en faveur des manuscrits médiévaux ou des manuscrits d'auteurs contemporains comme Genevoix ou Proust. Mais c'était véritablement un jalon très important qui s'inscrit à la suite de deux autres jalons qui l'ont précédé. Le premier, c'est le don fait par Albert Uderzo en 2011 de 120 planches originales d'Astérix, donc données à la Bibliothèque nationale de France. Et je revois encore Albert Uderzo au soir du vernissage en 2013 de l'exposition Astérix à la BNF, avec une très très grande émotion de voir ces petits Mickey, M-I-Q-U-E-T-S, entrer dans ce temple du livre qu'était la Bibliothèque nationale de France. Donc c'est un jalon très important qui a aussi ouvert des portes, puisque en 2013 sont entrées les planches originales des Cités obscures au nombre de 396, auxquelles s'ajoutent des bleus, de la documentation des scénarios, des correspondances, des contrats, donc donnés par Benoît Peters et Françoise Queuten autour des Cités obscures, mais pas que. Donc, et le deuxième jalon très important, c'est en 2021, l'acceptation par l'État de la première dation dans le domaine de la bande dessinée, en l'occurrence les planches originales de Fmur, Richard Pesaret, décédé en 2018, et dont les originaux ont rejoint les collections de la Bibliothèque nationale de France. Ils sont déposés dans deux institutions, le musée de la bande dessinée à Angoulême et le musée Tommy Ungerer à Strasbourg. Et donc, la bande dessinée à la Bibliothèque nationale de France, c'est aussi une collection patrimoniale d'imprimés, la plus importante quantitativement en France, pour ce qui est de la bande dessinée franco-belge. C'est une collection qui a été estimée par Jean-Marie Comte dans son rapport sur la bande dessinée à la BNF en 2018 à quelques 120 000 albums imprimés, auxquels il convient d'ajouter l'immense collection de périodiques et d'illustrés pour la jeunesse, qui est véritablement la partie immergée de l'iceberg, et qui constitue une formidable collection que je compare très souvent à une belle endormie, c'est-à-dire une collection que l'on a engrangée, qu'on a laissé dormir un petit peu et qu'aujourd'hui, avec le recul, on redécouvre toute sa valeur patrimoniale et toute sa richesse. La bande dessinée à la BNF, c'est aussi la salle ovale, ouverte à tous, gratuitement, sans limite d'âge, et qui propose donc en libre accès une collection de 9000 bandes dessinées. Et c'est également Gallica, avec une page dédiée à la bande dessinée, construite à 6 mains, puisque ça associe la Bibliothèque nationale de France, la CIBDI d'Angoulême et un gallicanote, comme on dit, je ne sais pas si l'Académie accepterait ce terme, gallicanote. Antoine Sauzbert. Si ça entre dans l'usage, oui, puisque c'est la règle. On attendra peut-être un siècle et demi. Antoine Sauzbert dans l'occurrence. Et donc cette page dédiée, la dernière diapositive, s'il vous plaît. Alors on en a peut-être laissé passer un certain nombre, mais c'est la toute dernière. Alors bon, ça c'était la référence à Granville et l'influence de Loriot dans le dessin de Calvo. Et voilà la page d'accueil donc du site dédié à la bande dessinée sur Gallica, qui permet un accès par auteur, série, thème et périodique, et qui consacre une sous-page en quelque sorte à la bande dessinée illustrée par Calvo. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si on nous autorise quelques minutes de questions du public.
va considérer que la réponse est oui et qu'il y a au moins une question. Non, ah non. Et peut-être une réponse aussi, éventuellement, ça serait encore plus simple. Merci, bonsoir. Merci pour ces présentations remarquables. Moi, je suis très étonné par l'état de conservation de ces planches. Je trouve ça formidable, bouleversant et surtout étonnant. Est-ce que vous avez une explication? Alors, Karine. je dirais d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est les couleurs que Calvo a utilisées à l'époque qui sont extrêmement éclatantes. On a des verts pétants, des roses très clinquants. Enfin, c'est donc l'aniline qu'il utilisait et qui donnait cet éclat remarquable aux couleurs. Donc ça, c'est un premier point. Je pense que les planches à l'origine étaient éclatantes. Et le deuxième point, je crois que la famille a très très bien conservé ce recueil, notamment Calvo en le reliant, ce qui fait qu'il a toujours été fermé, il n'a pas pris le jour, la lumière du jour, et ce qui a préservé effectivement l'intégrité de ses couleurs d'origine. Bonsoir, merci. Moi, j'avais une question sur le travail. En fait, quand j'ai vu les planches, le fait que le texte, vous l'avez dit, cache des parties de dessin, mais beaucoup en fait. Et je me suis posé la question, comment ils travaillaient les deux? Est-ce qu'on a des informations? L'hypothèse, c'est que peut-être que Dansette donnait quelques instructions sur la page. Les dessins étaient faits. Il travaillait de son côté sur les textes qui ont ensuite été collés. Parce que je me suis dit, pourquoi dessiner autant, sachant qu'il y a du texte qui va être mis dessus en fait? Alors vous soulevez une question qui est phénoménale, c'est-à-dire qu'on ne sait rien sur la genèse de La Bête est morte. On ne sait pas qui en a eu l'idée, comment s'est construite cette œuvre sous l'occupation. Quand même a-t-on imaginé La Bête est morte, début 44 ou fin 43. En tout cas, effectivement, il y a des réserves qui sont laissées dans les illustrations, mais le texte, lorsqu'il est composé et qu'il vient se coller, recouvre effectivement une bonne partie. Alors, c'est pas toujours du dessin, c'est surtout de la couleur, des fonds de couleur, mais voilà, on aimerait parfois soulever un petit peu les textes pour voir ce qu'il y a en dessous. Est-ce que Dansette donnait effectivement l'idée générale et que Calvo composait en laissant une petite réserve, sans connaître exactement la longueur du texte, et on voit bien qu'au final le texte est très 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 long. On n'a pas d'autre explication. On imagine que la qualité du dessin de Calvo permet d'avancer l'hypothèse que ça devait lui demander beaucoup de temps, enfin, même s'il était très doué. Oui, début 44, c'est véritablement on ne peut pas aller plus avant. C'est vraiment, et moi je pense que dès fin 43, il commence à travailler sur ses planches. Il faut qu'il en livre quand même 32 pour la période août-novembre 44 imprimée. Bonsoir. Oh, pardon. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour vos exposés à tous les deux. Donc vous parliez du texte. Donc le texte est très dense. Donc j'ai pu voir les quelques planches originales qui sont exposées dans l'exposition. Et donc on voit que c'est un texte littéraire, même lyrique parfois. Donc il y a énormément de textes. Et d'autre part, donc l'histoire et certaines images, on a pu le voir, sont très violentes. Et je me demandais, ce qu'on sait, quel effet cet album, ces deux albums ont eu sur le public auquel ils étaient destinés, donc des enfants, donc a priori. Je ne pense pas qu'on dispose de documents fiables permettant de répondre à cette question-là. Non, j'ai lu quelque part que dans la bande dessinée d'époque, il y avait des scènes qui n'étaient pas aussi... C'est vrai qu'il va très loin, Calvo, quand même, aussi bien dans l'exécution de Stauffenberg que dans ce char qui écrase les Polonais. Alors, la réaction... On peut imaginer que dans la société française de l'époque, et pas que la société française, l'accoutumance à des scènes de violence n'était quand même pas niable.
et que enfin, je me lance vraiment beaucoup. La psychologie, la psychanalyse a fortiori ne doivent pas, à mon avis, trop inspirer les historiens, sinon ils se couvrent de ridicule. Mais on peut quand même partir de l'hypothèse que les lecteurs de fin 44-45, la guerre n'est pas terminée, et elle est doublée d'une guerre civile. Enfin, elle vient d'être doublée d'une guerre civile, sanglante. Bon, ce public est un peu mithridatisé, quelque part. Ça peut... C'est pas du tout la problématique qu'on rencontre régulièrement, encore récemment, sur la violence, les images insupportables dans une société en paix depuis 35 ans, hein, ou 50 ans. Bon, ça c'est une hypothèse. Mais il est vrai que Calvo aime bien les corps démantibulés. Enfin, il le pratiquera après dans d'autres albums, hein, les corps qui éclatent, les têtes qui partent et qui se séparent du corps. Il affectionne particulièrement ce graphisme, mais toujours avec une souplesse. Et ce qu'il y a en fait dans La Bête est morte, c'est qu'effectivement la violence est montrée sans aucun phare, mais c'est toujours avec la rondeur animalière. Voilà, les batailles de boules de neige, les lance-pierres. Enfin, il y a toujours en entre-deux, entre un petit théâtre de la guerre enfantin et la cruauté de ce qui est dit à travers ce théâtre. Bonsoir. Je voulais savoir le rapport avec Disney. Donc, on a bien compris qu'il y avait eu un procès. Enfin, il a évité un procès. Et donc, ça voulait dire qu'à l'époque, il avait accès à tout ce qui était fait par Disney. Déjà, c'était une première question. Et ensuite, j'ai cru comprendre que Disney avait essayé de l'embaucher justement pour travailler pour eux. Est-ce que c'est vrai ? Alors, je laisserai Karine répondre à la dernière question, parce que ça peut être aussi une légende. Voilà. Mais en ce qui concerne la présence de Disney, alors, c'est une question capitale. La bande dessinée, je précise que la bande dessinée est tellement peu légitime que le mot même de bande dessinée n'existe pas. On n'imagine pas ça aujourd'hui. On recourt à des circonlocutions, les illustrer. Bon, après, plus spirituellement, les petits Mickey, QET. Mais le mot bande dessinée, qui d'ailleurs est finalement une traduction de l'anglais, de fait, apparaît une fois dans le populaire vers 1937, dans mes souvenirs, une fois. Pour l'instant, on n'a pas d'autres occurrences. Et ensuite, une fois, un peu plus tard, quelques années après la Libération. Donc même bande dessinée qui paraît être vraiment le niveau le plus élémentaire n'est pas enraciné encore. Donc cet art n'a pas d'existence, bien sûr, mais n'a même pas de légitimité. Or, il a connu une révolution à partir de 1934, l'équivalent existe en Italie, etc., l'arrivée des bandes dessinées américaines, y compris Mickey. Et d'ailleurs, quelqu'un comme Goscinny a pu témoigner, lui qui, à cette époque-là, n'est pas en France, et ça permet de comprendre Goscinny, puisqu'on a parlé du Derzo. C'est que c'est un expat, hein, Goscinny. Il a grandi en Argentine. Donc il a une vision de la France très filtrée, en quelque sorte. Lui-même témoigne, puisqu'il a tenté d'être dessinateur, avant de comprendre qu'il était doué pour être scénariste, Goscinny. Lui-même est tenté, pour certains de ses premiers dessins, par le modèle Disney, qui est vraiment un modèle qui inonde l'ensemble de l'Europe occidentale, hein, à partir du milieu des années 30. Donc on comprend bien que c'est eu les effets qu'on a vus. En même temps, il y a une tradition animalière, pour des raisons de temps, on a un peu surplombé ça. La France a une tradition animalière. On cite souvent Gustave Doré, mais en fait, le grand nom, et ici à la BNF, il faut le célébrer, c'est Granville. On ne dira jamais assez l'importance de Granville. On a déjà fait beaucoup de choses, y compris la BNF, mais il faudrait faire encore plus de choses sur Granville. Et puis, contemporain, mais un peu plus âgé que, pas forcément tous d'ailleurs, de Calvo, vous avez Jobé Duval, vous en avez quelques-uns. Calvo n'est pas l'inventeur, bien sûr, de la fable animalière, et la France avait une certaine tradition. Mais tout ça a été balayé par l'arrivée des bandes dessinées américaines qui ne se limitent pas à Mickey. Alors Mickey, c'est vraiment un navire amiral, il faut le savoir. Il y a même un journal de Mickey qui naît à cette occasion. Mais vous avez derrière tous les autres genres. Pour simplifier, j'arrêterai là le cours, mais quand même, il faut comprendre l'enjeu. La bande dessinée américaine,
apparaît graphiquement, scénaristiquement plus libre que la française et que d'autres, parce que la française visait un public enfantin. Or, la bande dessinée américaine n'a jamais visé un public enfantin, mais la famille. C'est autre chose. Il peut y avoir des censures parce que c'est la famille, dans des suppléments dominicaux, etc. Et donc, ils peuvent aborder le policier, la science-fiction, le fantastique, tout ce qui fera effectivement le 9e art plus tard. Donc, Calvo, il est témoin de ça, quoi. Mais comme il a un tropisme plutôt vers des formes qui sont volontiers comiques, là, le comique existe, même le burlesque, même le grotesque, mais enfin bon, très, très serré. Il va être porté vers Mickey. Mais d'autres vont être portés vers la science-fiction, des gens comme Pelos, etc. Oui, j'abonde tout à fait dans ce sens-là. Il y a les Silly Symphonies de Walt Disney qui sont très diffusées, qui connaissent une diffusion par les livres notamment. Blanche-Neige est sortie en 1938. Donc il y a Mickey, effectivement, est un modèle pour Albert Uderzo comme pour René Goscinny. Les premiers dessins qu'ils feront à 12-13 ans, c'est pour l'un une Blanche-Neige et pour l'autre un dessin un petit peu à la Pluto. Donc c'est véritablement une référence. Et donc Calvo, effectivement, a été contacté, mais voilà, Franck Laboré en parlerait mieux que moi, pour rejoindre les studios de Burbank. Et donc il n'y a pas eu de suite. Madame Calvo n'était pas très d'accord non plus, si j'ai bien compris. Il n'y a pas eu de suite, mais c'est avéré. Et par contre, donc, à la fois, Calvo s'est inspiré de Disney, c'est très net, notamment quand on voit son loup, mais à rebours, lorsque vous voyez les petits objets qui s'animent dans la planche où le Pas tant moins fait le récit, avec tous ces petits objets donc, sur le manteau de la cheminée, c'est purement disneyen, mais avant l'heure. Et je pense qu'il faudra attendre La Belle et la Bête, donc dans les années 90, pour voir ces objets anthropomorphisés apparaître dans le dessin animé de Disney. Et là, on voit qu'il y a un échange à double sens, quelque part. Oui, rappelons aussi que la force de frappe de Disney, c'est le cinéma, d'abord. Alors, je maintiens que c'est à partir de 1934 que dans les imprimés, Mickey apparaît et tout ce que j'ai dit, science-fiction, etc. Mais il n'empêche que tout ça est adossé au cinéma d'animation. Merci beaucoup. Je pense qu'on est obligé de quitter la salle. Donc, comme cette séance a eu... Comme cette séance a eu beaucoup de succès, nous allons continuer parce que le 16 décembre, on vous attend. On va rester sur la bande dessinée parce qu'on va vous montrer les plus anciens exemplaires illustrés manuscrits des Caméron de Boccace. La bande dessinée de la fin du Moyen-Âge, donc ici en décembre. Bonne soirée.